Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. Nous nous excusons pour ce petit retard avec lequel nous commençons l'émission et beaucoup de choses à faire avant de monter sur ce plateau. Mais n'empêche, vous nous avez compris, vous nous avez excusés et nous sommes là pour vous. Qui sommes-nous? Qu'avons-nous et comment faire? Voilà la trame de la pensée de ce soir. Nous allons effectivement parler de l'actualité. L'actualité, c'est l'instabilité à l'est de la République, les enjeux et les perspectives. Aujourd'hui, depuis le point de presse du chef de l'État, il y a quelques jours, l'ensemble des intellectuels congolais, ceux qui ont quelque chose à dire, sont sortis de leurs réserves et prennent parole pour soit compléter, soit imaginer, en tout cas la question de savoir comment nous allons sortir de cette crise. Allons-nous faire la pleine confrontation avec le Rwanda, la totale guerre, ou bien allons négocier? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que tout le monde est en train de débattre sur la question pour que les autorités lèvent l'option. Le chef lui-même a donné son point de vue, mais il n'est pas seul, il est avec tout son peuple pour pouvoir réfléchir. Pour parler de cette question, j'ai invité quelqu'un dont le quotidien est aujourd'hui alimenté par la réflexion profonde. C'est M. Hervé Ekombolo, bonsoir. Bonsoir, M. Willy Kalengaï. Vous êtes le coordonnateur de Alima, qui est oui. une dynamique, un mouvement, un think tank, je peux dire, c'est pas encore un parti politique, mais c'est en voie peut-être de le devenir. Vous êtes donc un mouvement de réflexion et vous posez des questions fondamentales sur le pays. Tout à fait. Nous avons déjà reçu il y a quelques semaines ici, où nous parlions toujours de cette question de notre nation. Aujourd'hui, je vous reçois parce que vous avez effectivement un message à faire passer. Tout à fait. Et j'espère que ce message passera en intégralité. Le temps pour moi de vous poser quelques questions. Quelle est, à votre avis, et c'est la première question, et c'est votre propre réflexion, qui sommes-nous? Merci beaucoup, M. Willy Kalengaï. D'abord, bonsoir aux téléspectateurs Bonsoir. qui nous suivent. Et je voudrais juste, avec votre permission, Oui, je vous en prie. solliciter qu'on puisse observer une minute de silence en hommage aux familles qui subissent des atrocités quand même inimaginables. On a perdu beaucoup de nôtres. Et aujourd'hui, il y a lieu quand même que nous puissions observer une minute de silence. Merci. Merci. Alors, vous posez tout à l'heure la question, Qui sommes-nous? qui sommes-nous? Je crois que nous devons commencer par là. C'est très important parce que la crise identitaire n'emmène nulle part. Ce que nous sommes aujourd'hui, et pour la compréhension de beaucoup, c'est que ça a été pensé ailleurs. On nous a définis d'une certaine manière, et malheureusement, on ne nous a pas définis par nos pères de l'indépendance. Il y a des pères fondateurs, mais malheureusement qui sont des étrangers, 14 puissances à l'époque, à la conférence de Berlin, ils décident de faire de ce coin un État indépendant, un marché commun. Donc la création de ce pays a une base philosophique étrangère, okay, où on nous définit. Et aujourd'hui, nous sommes peut-être en train de subir ce qu'eux avaient déjà défini. Mais je pense d'entrée des jeux, avant d'aller beaucoup plus loin, déjà il faut savoir que nous sommes la République démocratique du Congo. Avec aujourd'hui, l'on parle de 102 millions d'habitants, avec le rapport des Nations Unies qu'il a produit l'an dernier, 102 millions, où on compte 71%. La population, elle est jeune, donc des 0 à 40 ans. Nous sommes aujourd'hui, nous avons 26 provinces, riches mais diversifiées, parce que dans chacune de nos provinces, vous trouvez une certaine ressource particulière à cette province-là. Vous avez aujourd'hui plus de 254 groupes ethniques, 200 langues aujourd'hui qui est parlée à travers le pays. Donc un pays immense, un pays riche, mais malheureusement encore une fois de plus, mais qui a un peuple pauvre. Donc voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes un pays qui a été pensé par les autres, mais est-ce que ce n'est plus une excuse? Est-ce que, quand bien même on a été pensé par la conférence de Berlin, il s'est passé déjà près de 200 ans, nous sommes en train d'aller vers plus de 100 ans sont passés,
n'avons-nous pas eu en même temps les ressources morales et intellectuelles nécessaires pour pouvoir déconstruire cette pensée? Est-ce que c'était une fatalité? Est-ce qu'ils ont posé quelque chose qui nous a conditionnés à vie? Malheureusement, ce que nous constatons, en tout cas, c'est que nous vivons comme étant des sous-hommes. Et pourtant, comme vous avez dit, nous avons des ressources qui peuvent nous permettre aujourd'hui de pouvoir nous redéfinir. Voilà pourquoi moi je propose que nous puissions, si à l'époque ils s'étaient réunis pour définir ce qu'allait être le Congo et son devenir, il est aussi important à un moment donné que nous-mêmes en tant que Congolais, que nous puissions aussi nous retrouver autour d'une table ronde que je dénomme, une table ronde nationale, où nous allons nous regarder en face pour nous redéfinir, peut-être proposer ou doter aux générations futures des nouveaux fondements de notre philosophie, et ce qui va leur permettre de pouvoir prendre la mesure des enjeux qui les attendent demain et de prendre leur destin en main. Pour qu'on vous comprenne bien, je dois rester sur cette place-là de la définition en posant deux ou trois questions de précision. Le fait simplement qu'on nous ait définis par les puissances étrangères, est-ce que c'était mal en soi? Ou bien c'est parce que la définition n'était pas bonne? On a des enfants pour qui on prend des décisions. Hein, on a des enfants, on a des gens qui nous suivent pour lesquels on fait certains choix. Donc, est-ce que c'est parce que c'était fait par les étrangers que c'est mauvais notre identité? Ou bien ils ont fait un mauvais choix pour lequel nous sommes en train de devenir, comme vous l'avez dit, des sous-hommes? Selon vous, c'est quoi? Je pense qu'il est important que chaque peuple, d'abord, puisse se définir. Il faut que disons-nous de nous-mêmes? Il est important, parce que quand tu dis à un enfant qui ne sait pas véritablement si c'est un garçon ou si c'est une fille, cet enfant-là va souffrir dans son fort intérieur. Donc l'enfant doit être en mesure à un moment donné de se dire que je suis un garçon et s'affirmer comme tel. Mais aujourd'hui, le Congolais est devant une situation où il ne sait pas exactement s'il doit s'affirmer comme un garçon ou une fille. Ok? Mais il pense que ce qu'on dit de moi par l'extérieur, c'est ce qui est adopté, ou c'est ce qui est mieux pour moi. Et ça constitue aujourd'hui notre faiblesse en termes de mémoire collective, parce que nous-mêmes, nous souffrons d'une crise identitaire. Nous ne connaissons pas nous-mêmes, nous ne savons pas nous définir. Quelle est la vision du Congo pour nous? Quel est le Congo que nous voulons pour demain? Nous ne savons pas. Mais eux savaient qu'en pensant ce Congo, en nous disant ce que nous sommes, alors que peut-être que nous ne le sommes pas. Ok? Parce qu'aujourd'hui, quelle est l'identité du Congo qu'on nous donne, qu'on nous colle aujourd'hui? C'est que c'est des fêtards, c'est que c'est des jouisseurs. Voilà, on préfère encore négocier avec les autres, sous-traiter leurs ressources, ok? En lieu et place d'entamer des négociations directes avec le vrai propriétaire. C'est-à-dire qu'il y a un problème de confiance, de fiabilité. Ne méritons-nous pas d'être considérés comme étant des propriétaires? Quel est le point qui bloque aujourd'hui pour que nous puissions nous parler comme étant des gens qui sont sur un pied d'égalité? Donc il y a un souci. Alors vous avez peut-être raison de le dire. Je vous rappelle ce qu'on dit des Congolais. Vous l'avez déjà dit, c'est des jouisseurs, c'est des fêtards. Les Congolais n'aiment pas vraiment leur pays, ils sont prêts à le vendre au premier venu. Et d'ailleurs, les Congolais tous rêvent de quitter ce pays et d'aller à l'étranger parce que c'est là où il y a le paradis. Voilà l'image que l'on véhicule des Congolais. La preuve, c'est qu'il y a plus de 10 millions de Congolais à l'extérieur du pays. Tout à fait. Qu'est-ce que vous proposez donc une table ronde de réidentification? Vous proposez quoi exactement? Oui, une table ronde nationale. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression comme s'il n'y a qu'un seul leader dans ce pays, le chef de l'État. On est tous attentistes. Nous nous disons que c'est lui qui doit donner les temps. Mais nous avons vu lors des élections où des leaders, soi-disant des leaders, en tout cas, ils ont pu mobiliser des masses et des masses, mais seulement, encore une fois de plus, c'était pour leurs intérêts personnels. C'était pour être élu. Et s'il n'est pas élu, une simple frustration aujourd'hui
pousse quelqu'un à aller franchir, oui, à franchir le Rubicon, à aller même s'allier à des forces obscures pourvu qu'il puisse satisfaire son ego. On est devenu un peuple situationniste, conjoncturel. Dès qu'on n'a pas ce qu'on veut, on est prêt à trahir. C'est comme ça que je disais dans l'émission précédente que aujourd'hui, il y a deux fléaux, okay, qui caractérisent un peu notre société. Le premier, c'est le gain facile. Le deuxième, c'est le gain malhonnête. Okay? On est prêt à vendre son âme pourvu qu'on puisse satisfaire son ego. Ses intérêts personnels en lieu et place de réfléchir sur les générations futures, de réfléchir sur comment améliorer notre quotidien, comment faire du bien pour un grand nombre. Voilà un peu ce qui nous caractérise aujourd'hui. L'égoïsme. Et cet égoïsme, vous venez de donner deux concepts sur lesquels on va revenir. Cet état d'esprit de Congolais, vous pensez que c'est dû à cette crise identitaire? Déjà, on a, comme je dis, déjà on a l'impression que ce qu'il y a sous nos terres ici, ou ce que nous avons, que ce soit, comme je disais tout à l'heure, ce que nous avons en termes de richesse potentielle. Vous avez un immense pays avec plus de 80 millions de terres arables, vous avez une flore intéressante, riche, vous avez une faune impressionnante, avec des espèces rares, voire même inclusives, qu'il n'y a pas dans d'autres pays. Vous les avez. Mais on a l'impression que ce n'est pas à nous. Parce qu'on nous a définis comme tels. Déjà, vous ne vivez pas de ces richesses-là. Comment ça s'explique? Ça veut dire qu'il y a, les uns se retrouvent et d'autres ne se retrouvent pas. On doit comprendre pourquoi cet état d'esprit, pourquoi nous avons développé autant de vices. Donc, c'est une crise identitaire, pour commencer, ok? Mais pour résoudre, pour répondre à ce problème, encore une fois de plus, je pense qu'il est peut-être temps d'arrêter le cours de l'histoire. Il faut arrêter à un moment donné pour comment redéfinir ce que nous voulons pour demain. C'est quoi le Congo? C'est quoi le Congo? Qui sommes-nous? Ok? Dès que nous aurons à répondre à ce questionnement-là, allez, en ce moment-là, on pourra peut-être jouir de nos richesses. Alors, dans le cas où nous y sommes déjà et que nous sommes dans cette table ronde que nous voulons inclusive, pour vous, quelles sont les pistes de définition? Comment on devra procéder pour définir ce que nous sommes? Quels sont les éléments qui peuvent être les socles de cette définition? Il faut identifier le vrai problème du Congo. Et on doit l'identifier ensemble. Je disais tout à l'heure, on a vu des gens, des leaders soi-disant, qui ont su mobiliser des masses et des masses. Donc il existe quand même il y a cette possibilité, mais seulement c'est pour leurs intérêts personnels. Parce que quand il s'agit aujourd'hui de ce que nous sommes en train de vivre dans la partie est de notre pays, on ne voit pas ces leaders-là. Qu'est-ce qu'ils protègent? Pourquoi ont-ils peur de mobiliser à nouveau? Parce que c'est déjà des ressources. Nous pouvons encore mobiliser, ok? Parce que dans tout le cas aujourd'hui, le chef de l'État l'a d'ailleurs dit qu'il avait tenté la voie diplomatique, ok, pour arriver à imposer la paix dans la partie est du pays. Ça n'a pas marché, malheureusement. Parce qu'il y a deux voies pour résoudre la guerre aujourd'hui, pour imposer la paix. La voie diplomatique et la voie militaire. La voie diplomatique n'ayant pas marché, on doit peut-être recourir à la voie militaire. Je ne sais pas, peut-être qu'il avait mis ça de côté parce qu'on ne peut pas peut-être mettre la stratégie sur la place publique. Parce que même en allant au dialogue dans la voie diplomatique, c'est toujours une autre forme de guerre. Parce que qu'as-tu, ok, qu'est-ce que tu peux, comment tu te démontres sur terrain dissuasivement? Qu'as-tu pour imposer peut-être ta volonté, ta vision des choses sur la table? Il faut donc une montée en puissance. Donc, dans tous les cas, c'est toujours la guerre. Alors, je vous pose une question peut-être de recherche de cause, parce qu'on est encore dans la première question, qui sommes-nous? Vous venez de dire quelque chose d'important, que le Congolais, parmi les tares qui font qu'il ne soit pas l'homme du rendez-vous, c'est qu'il y a cette forme d'amour pour le gain facile et les gains malhonnêtes. Expliquez un tout petit peu encore davantage ça. Ça veut dire que
On a perdu la culture du mérite, la culture de l'effort. Et ça, c'est la plupart de nos leaders ont mal de positionnement pour s'affirmer parce qu'il a peut-être une position ou les moyens. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il n'y a pas, il ne communique pas la vision, mais il communique autre chose. C'est-à-dire soit maintenir les gens dans une forme de pauvreté, et ces gens-là vont dépendre totalement d'une seule personne. Ok? Moi, je suis allé aux élections dans les Maïndombe. Mais le peuple est paupérisé. Ok? Ici, ce n'est même pas les députés qui sont en train de corrompre. C'est le peuple qui veut se faire corrompre. Il monnaie. Le peuple est demandeur de la corruption. Tout demandeur de la corruption. Oui, oui. Ok? Tout le monde est conscient de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, même ceux qui sont aujourd'hui proclamés députés, en réalité, ce ne sont pas des vrais députés. Ce ne sont pas véritablement des vrais députés auxquels nous pouvons aujourd'hui nous apaisantir, qu'ils vont proposer quelque chose qui va aller au-delà de leur personne pour développer le pays. On voudra maintenir les gens dans cette position-là, les djalelo, les encourager dans les fanatismes, et finalement, on tombe sur le gain facile. On ne travaille pas. Il n'y a pas de l'emploi. Il n'y a rien dans ces provinces-là. Ok? Et finalement, la personne va se dire, tiens, si en louant quelqu'un, je peux gagner quelque chose, et c'est ce qui se fait. Les gens ne font aucun effort, mais les gens se retrouvent avec de l'argent dans leur poche. Comment ça se fait? Ça dit qu'il y a des gens qui maintiennent, qui entretiennent cette situation-là. Cette culture du gain facile. Du gain facile et malhonnête. Parce que comment vous pouvez imaginer quelqu'un qui a été député ici? Il y en a peut-être beaucoup comme ça. Mais pour une simple frustration, ou parce que je n'ai pas ce que je voulais avoir, on est prêt à vendre son âme, à trahir tout un peuple, à oublier que tu as peut-être des enfants qui évoluent dans ce pays-là. Vous imaginez l'état du Congolais aujourd'hui? C'est lui qui a, mais qui se permet ce genre d'égarement. Mais imaginez celui qui n'a pas. Il est prêt à vendre. Donc il y a lieu véritablement que nous puissions vraiment répondre à cette anormalité-là. Alors, évidemment, nous arrivons à cette proposition. Il faut quand même que les Congolais puissent se donner une identité autonome, une identité authentique. Est-ce que le fait, je vous propose, le fait de recourir à notre passé précolonial, c'est parce que le Congo n'a pas existé simplement parce que les Blancs sont arrivés ici. Il y avait un Congo traditionnel, il y avait des royaumes ici, il y avait une culture, il y avait des valeurs. Est-ce que le fait de recourir à ce Congo précolonial, ce Congo de nos ancêtres peut devenir une des solutions? Je pense que même quand nous faisons certaines propositions, ce n'est pas parce qu'on a forcément la science infuse. C'est pourquoi je me dis qu'il faut que finalement que les Congolais parlent du Congo pour le Congo, plutôt que de laisser le soin à d'autres de parler du Congo, parce que quand ils parleront du Congo, forcément, ils parleront pour leurs intérêts. Donc, il faudra se mettre ensemble. Qu'est-ce qui est bien pour nous? C'est à nous de le définir. Quelle est la vision du Congo? Quel est le Congo que nous voulons? Si cela va nécessiter que nous puissions exhumer dans l'histoire, comme l'ont fait d'autres peuples, je donne souvent l'exemple de l'Éthiopie, qui a connu aussi des moments de faiblesse, des difficultés, a su recourir à leur passé historique. Ils ont trouvé que, tiens, nous étions de la lignée royale de Salomon. Et ça leur a donné une certaine force. Vous avez l'Indonésie, qui a connu aussi des moments difficiles, mais qui à un moment donné s'est dit, non tiens, ils sont passés par l'école, ok, ils ont instauré des germes de patriotisme, parce que c'est de là que l'on doit finalement aboutir. Ils ont incité les gens à pouvoir travailler, à se développer. C'est ça la mentalité. Je parle souvent de la révolution de la mentalité. En lieu et place de parler de la révolution militaire, ou comme d'autres pourraient aussi proposer. Mais ici, il s'agit de la révolution, peu importe la personne que vous mettrez aujourd'hui à la tête de ce pays puissant, parce que d'office, celui qui dirige ce pays est un homme puissant. Ok? Au regard de ce que le pays regorge.
au regard de ce que le pays est et a. Mais si vous avez un peuple sous-développé, ce peuple-là est appelé à détruire son environnement. Donc moi, je propose que nous puissions travailler sur le mental. Okay? Le mental des Congolais. En 25 ans, l'Indonésie s'est développée avec une nouvelle philosophie. Okay? Et aujourd'hui, économiquement, il faut le classer parmi les puissances. Oui, parmi les dragons qui montent. Tout à fait. Alors, évidemment, vous ne le direz pas, mais moi, je vous le dis quand même, je vous le propose. Vous avez une méthode que vous appelez aliment. Aliment, c'est quand même une dynamique, mais parle-nous un tout petit peu de ce que vous faites déjà, parce que là, vous proposez que nous allons à une table ronde, mais déjà au niveau microscope, vous êtes en train de travailler avec des jeunes gens. Tout à fait. Alors, dites-nous un peu ce que vous faites exactement. Déjà, nous, à notre niveau, comme nous nous sommes donné 3 objectifs principaux. Le premier, c'est d'abord d'identifier des intelligences congolaises, parce qu'il y en a. Ce n'est pas parce qu'on nous dit que vous êtes ceci, que vous l'êtes réellement. Nous savons ce que nous sommes. Et on se met ensemble pour définir une vision globale de notre pays. La vision, ce n'est pas celle d'un homme. Les hommes ne sont pas immuables. Nous sommes appelés à passer un jour. Mais ceux qui viendront après doivent trouver qu'il y a déjà une philosophie. Ok? Il y a déjà des pensées positive. Il y a une route. Il y a une route, un logiciel qu'ils pourront toujours utiliser pour relever les défis qui pourraient survenir demain. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait déjà, c'est cela. On organise, identifier les intelligences congolaises, on organise des forums, on se met ensemble, on réfléchit sur une thématique donnée, pour proposer. Parce que nous avons aussi des frustrations. Mais seulement, nous ne voulons pas rester dans les frustrations. Ça doit nous donner la possibilité de transformer ça en force de proposition. Et c'est ce que nous faisons. Ok? Nous nous sommes donné un autre objectif, c'est qu'économiquement, on devait être fort. Comment faire? C'est par le travail, l'entrepreneuriat, etc. Et puis, vous avez le dernier objectif, c'est qu'il est aussi politique. Ça veut dire que ce que nous sommes en train de nous dire, comment nous pouvons le mettre en exécution. C'est-à-dire qu'il faut entrer dans les institutions. Il faut aller aux élections. Il faut aller soit aux élections ou soit qu'on puisse vous découvrir. Oui. Parce que, comme je dis tout à l'heure, ce n'est pas parce que vous êtes député aujourd'hui proclamé que vous êtes réellement été élu. On n'a aucune... on n'a pas comment dirais-je? On n'a pas des évidences que véritablement, parce que nous-mêmes nous savons ce qui s'est passé sur le terrain et ce que les gens sont prêts à faire. Parce qu'ils savent que voilà, là-bas, on sera engraissé. Donc, ils sont prêts à tout. C'est comme ça que je dis le gain facile est malhonnête. Les gens ne sont pas élus parce qu'il a fait des propositions, il a été... c'est un vrai leader qui a donné des pistes de solutions. Non. Ils savent comment ils sont élus. Mais je n'entrerai pas par là. Donc, alors, il faut voir comment trouver ces intelligences. Si déjà à notre niveau, nous faisons ce mapping-là, cette identification, des intelligences, des compétences. Mais aujourd'hui, il faut ajouter un autre élément, c'est le patriotisme. Si aujourd'hui, il faut élire quelqu'un, il faut nommer quelqu'un, je pense que, outre d'autres critères de choix, il nous faut véritablement considérer le patriotisme parce que nous ne savons pas aujourd'hui qui est qui fait quoi, et ça devient dangereux. Donc, vous comprenez un peu la pertinence de retenir ce critère-là, le patriotisme, dans la fonction publique, dans l'armée. Il faut absolument, s'il n'y a pas, ça ne sert à rien. Peu importe votre intelligence, peu importe votre compétence. Vous n'avez pas peur que l'on revienne à la pensée unique du parti-État, où on parlait du militantisme? Monsieur Willy Kalenga, il ne faut pas avoir froid aux yeux aujourd'hui pour dire certaines choses. Celui qui fait plus que se taire, fait les silences des futures victimes. Marguerite Yourcenar. Aujourd'hui, il faut rapidement se rendre compte que nous sommes seuls, un peu abandonnés. Parce qu'au moment où le chef de l'État est en train de chercher des solutions pacifiques, où nos frères et sœurs sont en train de tomber, ok? Vous voyez l'ennemi signer des accords avec l'Union européenne. C'est une insulte. Et cela prouve à suffisance qu'on vous nous méprise. On ne nous aime pas. Le Congolais aujourd'hui doit rapidement se rendre compte que
nous devons trouver des solutions d'abord en interne. C'est pourquoi j'insiste sur cette table ronde-là nationale. Pas pour partager le pouvoir, mais pour nous redéfinir d'abord nous-mêmes. Et on doit se poser la question, qui sommes-nous? Qu'avons-nous? Nous n'avons pas toujours été comme nous sommes aujourd'hui. À un moment donné, nous avons été forts. C'est pourquoi nous disons ici, on peut questionner, on peut exhumer l'histoire. Et on trouvera que nous avons été des grands. Aujourd'hui, moi, si on me demande de parler de Charlemagne, je vais parler, je n'ai jamais oublié. Mais on me l'a appris. Mais pourquoi on ne nous a pas appris? Pourquoi Kipavita, on l'avait assassiné? On a des héros dans notre pays. Comme Syrie, pourquoi Mantéave. Tout à fait. Tous ces grands chefs. Donc, nous avons eu des grands ici. Nous avons été grands. Et nous devons retenir, c'est l'école, la formation. C'est que nous, on nous a appris, c'est que nous étions un peuple hospitalier. Et nous nous vantons. Et dans cette hospitalité-là, nous avons accueilli l'infiltration. Nous avons accueilli nos propres ennemis. Et qui nous tuent aujourd'hui. Qui imposent la désolation. Parce qu'on a été éduqués comme tels. Ok? Mais en face, on a qui? Des gens qui fondamentalement, foncièrement, sont belliqueux. Mais nous autres, nous avons été formatés d'une certaine manière. Et aujourd'hui, nous devons, quand je demande à ce que nous puissions nous asseoir, dès qu'on aura défini tout ça, c'est-à-dire qu'on saura qu'est-ce que nos enfants vont apprendre à l'école, qu'est-ce qu'on enseigne à la géographie, c'est-à-dire même le programme scolaire va changer. Alors, c'est une idée fondamentale et légère, mais essayons d'en voir un peu la praticabilité. Bon, alors, qui doit convoquer cette table ronde? Les chefs de l'État ou c'est une table ronde de la société civile ou c'est des partis politiques? Vous la voyez comment? Est-ce qu'elle est institutionnelle ou elle est une dynamique de la société civile? Comment vous la voyez? Sa praticabilité. Aujourd'hui, comme je dis, il y a possibilité, même si on recourait au niveau de la société civile, vous avez des autorités ecclésiastiques, on le voit mobiliser les gens. Une prière pour la nation, c'est bien. Une prière après, vous faites quoi? Il nous faut agir. Comment on agit? Le sursaut patriotique doit être national. On a des leaders, mais qui mobilisent pour d'autres fins, pour des fins souvent personnelles, mais pas pour la nation. La guerre est une affaire nationale. Rappelez-vous de paroles de Laurent Désiré Kabila, quand il disait que la guerre sera longue et populaire. C'est la guerre de la population. Parce qu'on peut avoir besoin d'un renseignement qui peut tout changer dans la guerre. Ok? Plutôt que d'avoir des gens qui ont des informations mais qui les retiennent. Simplement parce qu'ils ne se voient pas liés à la cause. Et c'est là encore qu'on doit imposer le changement de narratif. Au lieu de parler de la guerre de l'Est, on doit parler de la guerre du Congo. C'est la guerre du Congo. Nous, on ne peut pas être ici détachés de ce que nos frères et sœurs vivent là-bas. Notamment, aujourd'hui même, quelle est l'attitude que nous affichons aujourd'hui, même du gouvernement? Comme si de rien n'était. Comme si les gens ne meurent pas. Comment voulez-vous qu'on vous prenne au sérieux? Même dans l'habillement, dans le ton, dans la posture, comment ils se comportent? Mais ils sont ailleurs. Ils sont en train de voir comment on peut en gagner plus. Des gains faciles. Vous voyez? Donc ce sont les deux fléaux aujourd'hui qui est en train de nous mettre presque à terre. Parce que qu'est-ce qui a changé dans la posture du gouvernement depuis qu'on est en train de vivre ce que nous sommes en train de vivre dans l'Est du pays? Mais le gouvernement a donné des moyens, le gouvernement a donné des moyens à l'armée. Donc il y a quand même beaucoup de choses. La guerre, c'est aussi un état d'esprit. Oui. Aujourd'hui, quand j'appelle à un sursaut patriotique national, vous me voyez ici, je pense qu'on doit afficher une attitude de guerre. Il faut absolument que nous puissions nous organiser. C'est la guerre nationale. Le chef de l'État est en train de faire ce qu'il fait, c'est bien. Mais c'est un patrimoine commun. Aujourd'hui, on est touché, on est humilié. Où est passé notre ego? Où est passée notre fierté en tant que Congolais? C'est comme ça que j'ai commencé par définir qui sommes-nous et qu'avons-nous. Et ça doit indiquer la posture que nous devons avoir, l'attitude que nous devons avoir. Nous devons nous organiser. Mais comment? Il faut absolument que nous puissions nous retrouver, nous parler en face. Qu'est-ce qui ne va pas?
Que devons-nous faire? Comment faire? Il y a un plan stratégique qui sera mis en place. Ça peut être sous la conduite du chef de l'État lui-même, en tant que garant de la bonne marche des institutions. Ça peut venir d'un autre leader. Ça peut venir aussi d'un autre leader, des leaders d'ailleurs. Dans l'Union sacrée, vous avez combien de leaders? Aujourd'hui, ils ont une majorité écrasante au niveau du Parlement. Ça veut dire qu'ils ont été capables sur terrain, disons-le comme tel. Et ils peuvent le faire pour une cause commune. Ça serait exactement pour faire quoi? Pour redéfinir notre Ce que nous parce sommes. que les institutions actuelles prennent en charge cette guerre. On ne peut pas dire qu'elle n'est pas prise en charge. Au niveau de l'armée, il y a quand même le ministre du Budget, le ministre des Finances, le ministre de la Défense nationale. Cette guerre est prise en charge. L'ennemi est quand même contenu dans une certaine proportion. Mais ce que vous dites est aussi pertinent. Mais il faut que nous ayons un objectif précis. Au-delà de ce qui est pris en charge par le militaire, la table ronde viendrait apporter quelque chose de nouveau, mais ça serait quoi? Justement, aujourd'hui on est en guerre. Il y a des territoires qu'on n'a même pas encore récupérés. Parce que je ne veux pas rappeler ici Bunagana. On n'en parle même plus. Bunagana, peut-on considérer qu'il est toujours au Congo, où ça a été récupéré, où ça a été annexé? On ne sait pas. Ok? On doit récupérer. Il y a des gens qui vivent des atrocités. On parle aujourd'hui de 6 millions de déplacés en interne. Jamais, il n'y a pas de précédent dans cette histoire-là. C'est-à-dire que les gens souffrent, même pour les alimenter. Ok? Donc, même la façon dont nous sommes en train de déployer peut-être beaucoup d'efforts, les autres déploient moins d'efforts, mais comment on retrouve beaucoup de morts de notre côté? Comment ils arrivent Parce que la guerre est sur notre territoire. Mais c'est ça la vérité. Mais justement, si vous dites que nous avons une armée forte aujourd'hui, oui, je vois des efforts qui sont en train d'être fournis de ce côté-là. Mais n'empêche que maintenant, là, au moment où nous sommes en train de parler, nous n'avons pas récupéré. Et cette guerre date de longtemps. On perd nos frères et sœurs presque au quotidien. Aujourd'hui, on parle de plus de 20 millions de Congolais. Ça doit nous interpeller. Nos richesses aujourd'hui, comment elles sont gérées? Il faut un plan stratégique. Nous ne bénéficions pas de toutes nos richesses. Kagame, quand il signe avec l'Union européenne, il signe en fonction de quoi? Qu'est-ce qu'il a sous ses terres qui lui permet de pouvoir signer? C'est-à-dire que nos ressources sont, dans une certaine manière, sous-traitées. Mais par un petit pays, est-ce que c'est ce pays-là? Tout le monde sait que le Rwanda ne peut pas faire face au Congo. Mais comment ils résistent? Comment ils parviennent? Ça veut dire que quelque part, il y a des puissances, on peut les identifier, tout comme on peut dire que ce sont des puissances obscures qui leur donnent cette force-là. Mais pour notre malheur, c'est ça le problème. C'est comme ça que je dis, nous devrions en temps normal anticiper tout ce que nous sommes en train de vivre. Ok? Ayant tout ce que nous avons sous nos terres, ayant tout ce que le Congo regorge comme richesse minière naturelle, c'était tout à fait normal parce que la plupart de nos voisins n'ont pas ce que nous on a. Ça allait créer une convoitise dans une certaine mesure. Nous devrions déjà aller au niveau de l'école, au niveau du berceau, avoir cet état d'esprit que voilà, je dois défendre ma terre. Mais malheureusement, nous n'avons pas été éduqués comme tels. Mais les générations futures feront aussi face à ces genres d'enjeux. Comment ils vont se comporter? Nous devons leur doter des nouveaux fondements philosophiques. C'est ce que nous allons définir ensemble. Quel est le Congo que nous voulons pour aujourd'hui et pour demain? C'est à nous de pouvoir le définir. Alors, M. Hervé Kombolo, vous êtes aussi un leader parce que vous parlez d'autres leaders, mais vous êtes aussi un leader. Pourquoi vous ne prendrez pas cette initiative et la mettrez sur la table et peut-être demander, expliquer à gauche, à droite, écrire au chef de l'État, au Premier ministre et à tous les leaders pour que cette table ronde sur la réqualification de notre identité puisse se faire? Pourquoi vous ne le ferez pas? C'est déjà le fait de passer le message. Donc vous serez prêt à entamer une seule croisade? Mais pourquoi pas? Mais seulement je me dis que je ne suis pas le seul. D'accord. On est plusieurs aujourd'hui ayant la capacité de mobiliser, mais seulement nous devons orienter cette mobilisation-là. Que ça ne soit plus pour nos intérêts personnels, mais que nous puissions nous lever comme un seul homme, puisque nous sommes touchés, même dans notre fort intérieur.
Nous n'allons pas être humiliés, qu'on nous tue comme ça, et nous allons commencer à observer, comme on est en train de faire, d'autres sont dans les fêtes, d'autres sont ailleurs, pendant que nous commençons même à croire que cette guerre-là ne se passe pas au Congo. C'est la guerre congolaise. C'est une guerre nationale. Et ça doit s'exprimer même dans notre attitude, surtout l'attitude du gouvernement. Il ne faut pas nous donner l'impression que ça ne vous concerne pas. Même dans le ton, vous n'allez pas commencer à copier, à imiter les gestes de celui qui est déjà faible. Quand vous copiez déjà, vous commencez à imiter l'expression du peuple qui exprime, qui veut exprimer sa faiblesse pour que vous puissiez le sécuriser, mais vous commencez à adopter ce signe-là. Ça veut dire que quelque part, vous avez comme l'impression, un peu comme le président Boss avait dit, tout n'est pas théâtre. Très bien. Alors, nous arrivons à la fin de cette émission. Il est vrai que c'est allé très vite parce que vos idées se sont enchaînées de manière logique et implacable. Je résume que vous êtes M. Hervé Ekombolo, coordonnateur de Alima. Vous venez avec une grande idée. La guerre n'est pas une guerre de l'Est, c'est une guerre congolaise. Oui. Vous demandez aussi en même temps que nous devons savoir qui nous sommes. Et on nous a défini, et notre identité, nous ne l'assumons pas assez bien. Il faut que nous puissions nous réapproprier. Et je pense que les téléspectateurs ont compris très bien votre leçon. Et nous vous disons, il faut aller de l'avant. Il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre prenne cette initiative. Prenez-la et elle pourra peut-être être récupérée en route par les institutions, par les chefs de l'État, par le gouvernement, par les peuples. Mais vous avez aujourd'hui la responsabilité d'en être l'initiateur. Il ne faut pas donc négliger cet aspect-là. Vous avez une vision, il faut partager ça. Merci beaucoup. Très bien. Alors, vous allez dire un dernier mot, un message à notre peuple qui vous a suivi ce soir. Oui, merci beaucoup en tout cas, M. Willy Kaingai, de nous donner toujours l'opportunité de pouvoir passer le message. Mais ce message est beaucoup plus sensible, dans le sens où nous avons vu les chefs de l'État, nous avons tous suivi les chefs de l'État. C'est quelqu'un qui est quand même proche du peuple, du moment où il peut dire les difficultés qu'il est en train de rencontrer, du moment où il peut aussi dire là où il est en train de réussir. Mais nous avons, en filigrane, nous avons remarqué qu'il a besoin d'être soutenu. Nous avons vu une volonté de pouvoir changer les rapports de force, mais ça doit être soutenu. On ne peut pas laisser cette guerre à une seule personne. Je veux bien tout ce qu'on peut lui reconnaître en tant qu'homme puissant d'Afrique et même du monde, parce qu'il est à la tête quand même d'un pays puissant, un pays fort. Mais nous devons, en tant que peuple, en tant que leader, de la même manière, nous avons vu ce leader-là mobiliser des masses pour pouvoir le réélire, lui donner un second mandat. Ils sont aussi capables aujourd'hui, par ce sursaut patriotique national que nous appelons de tous nos voeux, mobiliser des énergies, de ressources. La première ressource stratégique, c'est d'abord l'homme. Ici, j'en appelle aussi aux autorités ecclésiastiques. Vous avez la capacité de remplir des stades. Nos artistes, vous avez des capacités incroyables de remplir des stades. Mais nous devons, nous tous, nous mobiliser pour une seule cause. Que l'on puisse imposer la paix dans la partie est de notre pays, parce que c'est une guerre qui nous concerne tous. Nous avons compris, nous avons saisi que nous sommes seuls aujourd'hui. Ils ne sont pas avec nous, ils nous l'ont démontré. On nous méprise, on nous insulte. Quand ils sont en train de se rallier avec celui qui apporte la désolation dans notre pays, ça veut dire que nous devons à un moment donné prendre conscience, nous organiser, accepter de nous asseoir, aller au-delà de nos égos. Nous asseoir, nous parler, redéfinir. On peut même arriver à redéfinir la cartographie diplomatique de notre pays. Qui est avec nous? Qui veut aller avec nous? On peut le définir. Nous sommes un peuple indépendant. Bon, on dire, tiens, là-bas, on n'a pas l'impression d'être soutenu. Voilà, nous allons nous tourner vers des gens aujourd'hui qui comprennent un peu ce que nous sommes en train de vivre. C'est quand même plus de 2 décennies que nous sommes en train de vivre la même situation. Des pertes en vies humaines. Et demain, si c'est Kinshasa, on fait quoi? Sommes-nous préparés à finalement à faire face à cette guerre? Même dans notre état d'esprit. Parce que toute guerre se prépare. Avons-nous aujourd'hui la capacité d'affronter cette guerre?
Peut-être pas. On le voit déjà dans la manière de comporter de nos du gouvernement, ici de nos gouvernants, où ils sont dans les fêtes, ils sont ailleurs. Mais ils ne sont pas, et je crains même que nos frères et sœurs qui occupent cette partie-là se sentent seuls. Donc je veux aussi leur rassurer que nous n'avons pas oublié, nous sommes avec eux, et aujourd'hui, comme on est en train de faire des propositions, et comme vous me l'avez suggéré, nous allons écrire, nous allons aller partout pour que se tienne finalement cette table ronde et qu'on en finisse une fois pour toutes, comme le chef de l'État l'a dit, une guerre, une paix durable et non une paix de factice. Merci beaucoup Hervé Ekombolo, coordonnateur des aliments. Merci d'avoir été avec nous. Vous avez été clair et précis. Je crois que le message est passé. Nous allons rédiger cette émission pour pouvoir encore lui donner beaucoup plus de rayonnement. Et ceux qui nous l'auront suivi, ceux qui auront suivi, qui ont des idées, ils peuvent les transmettre à M. Hervé Ekombolo au Aliments, ou sinon écrire à Géopolis qui transmettra. Mesdames et messieurs, c'est donc par ici que nous terminons Chemin Critique ce soir. Ça a été une émission d'émotion, une émission de sensibilisation, mais ça a été une émission juste parce qu'elle a touché du doigt notre propre responsabilité en tant que peuple. Nous devons nous lever, nous devons être dignes des efforts que d'autres font en perdant leur vie. Au revoir et à la prochaine.